Voilà, autre émotion, c'est de présenter ce livre qui est un livre profondément déchirant, qui est un livre qui a été un petit peu transformé dans l'édition française, qui a apporté beaucoup. Pour plusieurs choses. D'abord, le titre a été transformé. Le titre en anglais était Les enfants Asperger, origine de l'autisme dans la Vienne nazie. Donc, ça se présentait au départ comme un livre qui inscrivait Asperger dans la vie de l'Empire austro-hongrois, avec toute son école médicale extrêmement connue, toutes ses évolutions politiques, et évidemment les changements introduits par l'Anschluss et la période nazie. C'est devenu un livre davantage centré par le titre sur les origines noires, le dossier noir des origines de l'autisme, et donc ça met l'accent sur un aspect très singulier, très troublant, qui peut prêter à de multiples contresens, et c'est pour ça qu'il est extraordinairement intéressant d'avoir un historien social, politique du nazisme et un médecin spécialiste d'histoire conceptuelle. Et vous allez voir que les choses s'engrènent de manière complexe, souvent paradoxale, et qu'il faut éviter tous les anachronismes, et que beaucoup de recenseurs qui ont essayé de parler du livre ont sombré dans un certain anachronisme qu'éclaireront nos historiens. Alors, le livre est aussi très intéressant parce que c'est d'abord une histoire personnelle. L'auteur Edith Schaeffer, dont je vous dirai un mot, est quelqu'un qui a elle-même un enfant autiste, qui a un dialogue avec lui, et vous sentirez en lisant le livre combien le livre et les questions qu'elle pose portent la marque de cette vie personnelle. En même temps, c'est un grand livre d'histoire, c'est un livre d'histoire sociale, c'est un livre d'histoire de l'Autriche, et plus généralement du monde allemand, et c'est un livre d'histoire médicale. L'auteur Edith Schaeffer est germaniste historienne, professeure à Berkeley, et elle a signé en 2011 un ouvrage qui n'a pas été traduit, qui s'appelle Burnt Bridge, donc Pont brûlé, et qui est un livre que je trouve absolument fascinant sur la manière dont les Allemands de l'Est et de l'Ouest ont fait le rideau de fer. C'est une approche anthropologique. On ne part pas du principe que la politique a divisé les peuples et on a fait des choses un petit peu de populations séparées par un mur. Elle montre au contraire qu'il y a deux populations qui se sont constituées elles-mêmes par un certain type de comportement. Donc c'est une approche assez inhabituelle dans l'histoire, très novatrice et qui mêle à la fois histoire et anthropologie. C'est un livre absolument fascinant, j'espère qu'il sera traduit un jour. Ça classe l'auteur parmi les plus grands historiens de l'Europe centrale comme Applebaum et Timothy Garton Ash. Le grand romancier allemand Peter Schneider, dans sa préface, avait salué cette méthode, le recours à la biographie, celle de ses protagonistes, mais aussi celle des villages frontaliers. Elle a aussi cette idée extraordinaire de puiser non seulement dans les archives privées, en suivant des personnages, mais aussi de faire, ce qui est une pratique américaine, mais qui était très à la mode dans les années 50 et 60, qui, à mon avis, a un petit peu disparu. Et c'est très dommage, parce qu'on suit toute l'évolution d'un village, les transformations, souvent, et sur la frontière, de part et d'autre, elle met en évidence des comportements très, très différents et extraordinairement intéressants. Et donc, elle avait montré la genèse de l'Homo germanicus sovieticus, avec opposé à l'Homo germanicus otaniensis, comme elle appelait, et elle défiait ce qu'elle appelait le mythe moral du mur de Berlin, et en montrant comment le rideau de fer avait été créé en partie par les décisions quotidiennes au quotidien de chacun. Voilà, donc c'est un livre d'histoire totale, et c'est cette histoire totale que l'on retrouve aussi dans ce livre-là. Vous le verrez à chacune des interventions. Avant de laisser la parole à nos deux historiens, nos deux invités, je vais vous faire un bref résumé du livre pour vous donner des repères. Vous suspendrez votre jugement à plusieurs reprises parce qu'il y a des mots que vous croyez connaître, que vous croyez repérer, que vous pensez saisir, comme autiste, Asperger. C'est des mots qui sont rentrés dans le langage courant et vous verrez que leur usage est beaucoup plus problématique qu'on ne peut le dire et que parfois ces notions peuvent être d'un usage extrêmement dangereux, sinon meurtrier.
Et en tout cas, l'un des ressorts intimes de l'écriture du livre de la part d'Edith Schaeffer, c'était de répondre à son fils qui disait « Mais j'en ai marre que l'on me mette dans une catégorie, qu'elle soit autiste ou Asperger », et il trouvait qu'il y avait une violence extraordinaire. Joseph Chovanec, d'ailleurs, dans sa préface, dit très bien on aurait aimé avoir le sentiment de Michel Foucault là-dessus, sur le rapport entre le concept et le politique. On a deux historiens de la médecine et de la société qui nous éclaireront sur ces dimensions-là et les usages très différents et parfois extrêmement menaçants qui peuvent être faits de concepts apparemment innocents qui seraient simplement des catégorisations utiles pour une pratique médicale. Il est difficile d'ailleurs, au début du livre, on croit savoir ce que c'est qu'Asperger et l'autisme, mais après on se dit que c'est une notion extrêmement difficile à saisir et peut-être faut-il l'abandonner. J'espère que Dr Jérémy Saint-Zel nous donnera son avis sur l'utilité de ces concepts. Alors, dans ce livre, c'est un autre mythe moral que s'attaque l'auteur, celui de l'inventeur. Alors, là encore, il faut être très prudent. De l'inventeur de l'autisme de haut niveau, dit Asperger. Elle aborde son sujet avec une double motivation personnelle que je vous ai indiquée. Elle le dit dès les premières pages, ce qui a échappé à certains recenseurs. Elle a un enfant autiste. L'autre aspect, c'est qu'elle est historienne et en lien avec un laboratoire de Stanford, elle étudie l'histoire transnationale de la psychiatrie infantile. Alors là, il y a déjà une petite dissonance qui est passionnante sur laquelle nous éclairera Jean-Marc Dreyfus, de Vienne-la-Rouge, puisque c'était une ville socialiste dans un monde beaucoup plus paysan et beaucoup plus à droite, et donc de Vienne-la-Rouge au Troisième Reich. Donc ça, c'est le premier point. À la fin du XXe siècle, l'étude de l'autisme et la remise en cause des thèses de Bettelheim avaient conduit à approfondir la nosographie de l'autisme, essayer de différencier les formes d'autisme. L'émigration de chercheurs du monde germanique en Angleterre aux États-Unis a été l'occasion, dans des circonstances très particulières, de découvrir l'œuvre d'Asperger. Asperger, au départ, n'avait rien pour donner son nom à une catégorie nosographique. Là encore, je mets beaucoup de guillemets, puisque vous nous préciserez la réelle portée de ces diagnostics et des notions qu'il a introduites. C'est un médecin autrichien né en 1906, un catholique fervent qui débuta sa carrière sous le nazisme. C'est un travail qui apparut d'abord dans les années 80 comme une bouffée d'air pur et s'est ensuite voilé d'une ombre persistante. Le monde anglo-saxon a refusé, après l'avoir accepté, d'officialiser l'appellation d'Asperger. Elle est maintenant, malgré tout, d'usage courant. Beaucoup d'autistes de haut niveau, dit Asperger, s'appellent les Aspi. Il y a une petite mode que pointe Edith Schaeffer dans des entretiens aux États-Unis, où on se réclame volontiers de ça, et phénomène à la fois médiatique et peut-être révélateur de l'insuffisance des concepts, on voit que le nombre d'ASPI dans les statistiques a augmenté en flèche au cours des 15 dernières années. Non que le nombre d'autistes de haut niveau ait nécessairement augmenté, mais il y a un flottement conceptuel qui permet des usages à toutes sortes de fins. Dans les années 2010-2016, des historiens journalistes ont commencé à fouiller le passé de Asperger. Ils ont raconté de manière assez saisissante comment le passé trouble de Hans Asperger est remonté à la surface et comment lui-même, après la guerre, avait menti sur son passé. Là encore, c'est un point qu'il faudra explorer, étudier, parce que beaucoup de gens qui ont collaboré ont facilement inversé leurs fonctions et ont prétendu avoir sauvé des gens quand ils ne les avaient pas envoyés à la chambre à gaz. C'est un phénomène massif, c'est un phénomène lié à des tas de raisons que Jean-Marc Dreyfus nous expliquera. Il se trouve que Asperger lui-même avait été, après la guerre, un homme assez discret. Il avait tiré un trait sur ses travaux comme pour se faire oublier. Il avait travaillé dans le cadre lui-même du régime nazi à une médecine vouée à l'euthanasie. Restait à savoir jusqu'où était arrivée son implication. Tout l'intérêt de l'ouvrage d'Edith Schaeffer, travaillant avec d'autres médecins, dont Herwig Zeck, est d'avoir montré
d'avoir exhumé une masse de dossiers et montré que son implication était beaucoup plus grande. Alors, je vous signalerai au passage que Herwig Zeck, il vient de publier un texte accablant dans une revue d'histoire de l'autisme et que les habitués de la revue d'histoire de la Shoah ont la possibilité de lire un travail sur l'eugénisme qui n'a pas pris une ride, qui était paru il y a 12 ans, je crois, dans la revue d'histoire de la Shoah. Edith Schaeffer démontre magistralement comment la pratique d'Asperger présentée après-guerre comme un effort pour ne pas envoyer tous les autistes à l'extermination n'obéissait pas à des critères moraux ou éthiques, mais à des nécessités sociales. Asperger a fait son travail de bureaucrate. Il a simplement, comme ça se faisait dans quantité de domaines, là encore, il faudra voir si c'est un phénomène spécifiquement nazi ou si c'est un phénomène européen, il a décidé pour le régime, dans des circonstances très particulières, des gens qui pouvaient être utiles, mais ce qu'il a fait dans le domaine de la psychiatrie, d'autres le faisaient dans le domaine de la surdité, d'autres dans le domaine du handicap mental, etc., etc. Il se trouve que Asperger, et le nom a été donné à cette maladie, je ne sais pas si on peut dire maladie, nosographie, on parle de syndrome aujourd'hui, d'ensemble de symptômes, le docteur nous éclairera là-dessus. Il a été donné, il est devenu une catégorie médicale couramment employée parce qu'une autre chercheuse, qui elle était médecin, avait une fille autiste en Angleterre, et cette dame, Lorna Wing, trouvait que toutes les descriptions courantes qui étaient faites de cette maladie ne correspondaient pas à l'expérience qu'elle avait de sa fille. Donc elle a cherché, elle avait un mari qui était germaniste, et le mari germaniste a accepté de traduire une thèse. Vous voyez les dangers de la traduction. Il a traduit la thèse, il a supprimé l'introduction. Il a supprimé l'introduction, et l'introduction véhiculait, parce que c'était la rhétorique universitaire, toutes les valeurs que le régime nazi imposait aux étudiants qui passaient leur thèse. Alors après, on peut toujours discuter du degré d'adhésion. Beaucoup ont refusé de présenter leur thèse, d'autres ont émigré. Donc là, il y a un fait brutal. Lorna Wing a considéré, et le livre a été publié en 91, l'extrait de la thèse, enfin la quasi-totalité, avec des études savantes, avec une étude remarquable et un très beau portrait de Hans Asperger en 91. Et puis, les recherches dont je vous ai parlé ont montré que cet homme-là avait un passé nazi. Il se trouve que malgré cette recherche, Lorna Wing est morte juste dans l'année qui a suivi ces révélations. Elle a regretté beaucoup d'avoir imposé ce nom et d'avoir imposé le nom d'un nazi, en tout cas d'un collaborateur du régime nazi, à une approche de l'autisme qu'elle croyait libératrice. Donc elle en a eu honte. Malheureusement, les éditeurs anglais ont eu moins honte qu'elle, et ils ont réédité le livre 10 ans après son décès avec le même portrait et sans la moindre mention de la préface absente. Donc les gens qui utilisent aujourd'hui ce livre, qui est par ailleurs, me semble-t-il, assez remarquable dans l'histoire de l'autisme, ont une erreur d'optique, et c'est à mon avis un grave danger. Le livre est d'une grande rigueur. Elle redécouvre un homme face à sa conscience, des enfants arrachés à leur famille face à un avenir qui ne leur appartient plus. La méthode est celle, à mon avis, des meilleurs historiens, mais là je vais m'arrêter parce que je pense que Jean-Marc Dreyfus vous parlera de la méthode avec des arguments plus convaincants que les miens. Je vous dirai simplement que pour terminer, et après l'intervention de Jean-Marc Dreyfus, nous donnerons la parole à Jérémy Saint-Zel. Au-delà de l'histoire d'Asperger proprement dite, c'est-à-dire de l'histoire d'un médecin affronté à... je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, on parlait de l'autisme comme d'une forme de schizophrénie. Et on opposait souvent l'autisme à l'hystérie féminine. Ce livre est une réflexion, et c'est là le fond, et donc la grande richesse du livre, c'est une réflexion sur l'éthique de la médecine, et elle montre très bien, l'auteur, comment une même découverte peut servir le meilleur et le pire. C'est un livre fait pour secouer les confiances. La préface de Joseph Chovanec, dont on vous a parlé au début, qui est un autiste revendiqué, autiste militant, qui défend
la libération des autistes de tout le carcan idéologique ou technique dans lequel on peut enfermer, qui est aussi un écrivain, qui est aussi un traducteur, un homme de radio, un homme haut en couleur, a décidé de promouvoir ce livre et de le défendre. Et ça inscrit de manière, à mon avis, très opportune la recherche historique et la recherche médicale dans l'actualité la plus concrète. Et de ce point de vue-là, on aimerait beaucoup que les ministres et autres secrétaires d'État chargés du handicap se plongent réellement et en tirent des conséquences, parce que j'imagine qu'il y a des conséquences extrêmement concrètes à tirer de ce livre. Avant de donner la parole à Jean-Marc, je voudrais simplement poser quelques questions au docteur Jérémy Saint-Zel pour qu'on sache vraiment quels étaient les concepts utilisés, quand est apparu par exemple le concept d'autisme, et au moment où Asperger fait ses diagnostics, comment cette maladie était-elle diagnostiquée? Et troisième question, est-ce que réellement la manière dont il a décrit ces cas a enrichi l'histoire ou a fait progresser le regard médical sur la médecine? Docteur Jérémy Saint-Zel, alors je vous présente simplement, nous avions, docteur Jérémy Saint-Zel exerce la psychiatrie à Paris. Il reçoit les adultes à son cabinet et pratique la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dans un centre de psychopédagogique. Il est membre de la Société médico-psychologique de l'Association française des psychiatres d'exercice privé et de la section d'histoire de la psychiatrie de l'Association psychiatrique mondiale. Il est spécialiste de l'histoire de la schizophrénie et de la psychiatrie. Je crois que votre thèse portait sur Kraepelin. Vous vous intéressez à l'histoire des concepts et vous avez signé avec Yann Kraus, je crois, un travail tout à fait remarquable sur le dialogue franco-allemand. Là, on est en plein, à mon avis, dans l'histoire des concepts et de l'histoire d'Asperger, sur le dialogue franco-allemand dans la construction de la psychiatrie classique. Voilà, donc merci. Je vous laisse la parole. Oui, merci pour votre présentation. Alors, par rapport au syndrome d'Asperger, il faut dire qu'effectivement, on l'apprend à la faculté de médecine. Donc moi, je suis entré à la fac dans les années 90. Toujours aujourd'hui, à mon avis, on apprend par cœur les polycopiés sur la pédopsychiatrie, les descriptions de ce syndrome d'Asperger, sans vraiment savoir d'où il provient. Alors effectivement, dans mes études, j'ai ressenti le besoin d'étudier l'histoire des concepts pour savoir un petit peu de quoi je parlais, pour savoir d'où j'héritais ces repères importants pour constituer sa manière d'être clinicien, aussi pour travailler son expérience sur le terrain. Alors, du coup, les réponses par rapport au concept sont toujours un peu compliquées, un petit peu complexes. Alors, quand pour Asperger, officiellement, le texte écrit d'Asperger qui s'appelle les psychopathes autistiques dans l'enfance, dans la traduction habituelle française. Donc la traduction française date de 98, c'est pas une très bonne traduction pour des raisons dont on va parler plus tard, mais c'était en fait la soutenance d'une thèse d'habilitation par donc le docteur Hans Asperger, qui était pédiatre et qui avait choisi de soutenir une double habilitation, d'un côté en psychiatrie de l'enfant et d'un autre côté en neurologie de l'enfant. Donc aux alentours de 1943, Hans Asperger présente donc cette thèse sur l'autisme et de l'autre côté une thèse sur les encéphalites virales. C'est une manière de se poser la question de quelle est l'origine de ce trouble qui frappe les enfants. Est-ce qu'il y a une origine infectieuse? Est-ce qu'il y a une curabilité? Alors, bien sûr, l'autisme n'est pas dû à un virus. Par contre, l'encéphalite, oui. On guérit, on arrive à beaucoup mieux soigner l'autisme que les encéphalites. Parce que les encéphalites, c'est le cerveau qui est atteint, alors que dans l'autisme, en tout cas jusqu'à présent, on n'a pas pu démontrer de manière certaine que
que les symptômes présentés par ces enfants proviennent d'altérations cérébrales. La thèse d'Asperger a été éditée en 1944, dans une époque, bien sûr, de reflux de l'armée allemande. Je crois même que quand ça a été publié, Asperger se trouvait en quelque sorte sous les drapeaux. Enfin, il avait dû quitter son exercice hospitalier à Vienne pour rejoindre le front dans ce qu'on appelait l'État indépendant de Croatie, c'est-à-dire un État allié à l'Allemagne nazie, et qui était d'ailleurs aussi dans un processus d'extermination extrêmement brutal. Alors d'où Asperger a tiré cette terminologie. Alors, il est toujours troublant quand on étudie l'autisme de constater que la même année de soutenance, en 1943, donc Léo Kanner, aux États-Unis, édite un texte sur donc les perturbations autistiques chez les enfants. Alors, Asperger et Léo Kanner ne se connaissaient pas. La légende raconte qu'ils ne se sont jamais croisés. Ils sont nés à peu près dans les mêmes années. Bon, Kanner était un petit peu plus âgé qu'Asperger, mais l'un est mort en 79, l'autre en 80. Ils ont été de grands praticiens jusqu'à leur retraite. Ils ont été très actifs aussi après leur retraite. Et ils se sont assez curieusement ignorés, même si effectivement on retrouve des textes d'Asperger qui parlent de Léo Kanner. Donc le mot d'autisme, il est plus ancien que la description d'Asperger. Et donc Edith Schaeffer explique dans son livre l'origine commune de ce terme, puisque probablement que ce terme était utilisé au quotidien dans l'exercice auprès des enfants par un psychiatre qui s'appelait Georg Frankl, et également par sa future femme Annie Weiss. Il y a un chapitre dessus qui est très intéressant, puisque ces deux personnes qui travaillaient dans le service d'Asperger ont dû émigrer aux États-Unis de par les persécutions antisémites à l'époque de l'austrofascisme déjà, mais aussi avec l'Anschluss qui se rapprochait. Donc Annie Weiss et Georg Frankl ont travaillé spécifiquement chez Asperger, puis juste après chez Kanner. Donc l'origine commune, en tout cas sur le plan intellectuel, est assez bien établie par ce curieux fait. Mais l'autisme, en fait, avait été décrit à l'origine comme l'un des symptômes de la schizophrénie. C'est-à-dire que le texte qui fonde le terme schizophrénie, en tant que nouvelle terminologie pour remplacer celui des démences précoces, c'est un livre qui a été écrit en 1907, publié en 1911 par Eugène Bleuler, donc qui était psychiatre en Suisse, qui est plus connu pour avoir été le patron de Jung. Et donc dans chaque film qui parle de Jung et de ses aventures sexuelles avec ses patientes et sa correspondance avec Freud, comme on le sait bien. Donc c'est Jung avant donc il s'implique en Allemagne nazie. Enfin ça c'est un aparté. Donc ce médecin Eugène Bleuler avait décrit dans la schizophrénie notamment l'ambivalence et l'autisme, qui est une forme de fermeture au monde extérieur par comme il a utilisé un petit peu la terminologie psychanalytique de l'époque, un retrait de la sexualité sur le sujet lui-même. Alors ensuite, il est encore plus intéressant de se demander d'où vient ce terme d'autisme. Ça vient d'une correction du terme auto-érotisme au cours de la correspondance entre Freud et Jung. Ça, c'est dans l'année 1907, l'été 1907. Donc Freud, qui a lu un auteur anglais qui s'appelle Havelock Ellis, qui s'est intéressé à l'histoire de la sexualité, qui avait lui-même des mœurs assez étranges, on va dire, un petit peu délurées pour l'époque et même pour aujourd'hui, on va dire. En gros, il a écrit une œuvre considérable en 15 ouvrages sur la sexualité, et il propose à un moment donné une théorie sur l'auto-érotisme. Et Jung répond à Freud que auto-érotisme, c'est quand même mieux quand on est suisse et puritain d'enlever l'éros. Et donc, c'est à la demande d'Eugène Bleuler, paraît-il. Donc, on n'a pas mis auto-érotisme comme l'un des symptômes de la schizophrénie, mais l'autisme. Après, comment cette évolution s'est faite, comment elle a été constituée. Le texte de la schizophrénie, au début, n'a pas eu beaucoup de succès, mais au fur et à mesure, il a gagné en maturité, du fait également de l'élimination
du paysage intellectuel des Allemands après la Première Guerre mondiale. Et il y a quelques cliniciens, notamment viennois, qui ont commencé à appliquer les principes de la schizophrénie de Bleuler sur les enfants. Et on peut penser par exemple à Theodor Heller, qui est cité brièvement dans l'ouvrage, et qui était donc, comme on disait à l'époque, Heilpädagogiker, c'est-à-dire un thérapeute pédagogique, c'est-à-dire un praticien de la pédagogie curative. Il faut préciser qu'il était quand même docteur en psychologie et en philosophie. Et Theodor Heller, donc, a le premier, je pense, dans un de ses manuels en 1925, proposé que l'on étudie l'autisme appliqué non pas à l'adulte, comme ça avait été décrit à l'origine, mais chez l'enfant. Voilà. Donc, on a un développement, une autonomisation de ce terme d'autisme qui passe d'une réflexion, puis d'un mécanisme, ensuite un symptôme de la schizophrénie, ensuite une piste d'étude, et ensuite un sujet de recherche, et enfin ça s'est autonomisé sous forme de concept en 1943, simultanément donc aux États-Unis et en Autriche allemande. Alors, est-ce que la médecine a été enrichie par cette conceptualisation? Je dirais assurément oui. En particulier, à la fin de la guerre, Léo Kanner, en tant qu'Autrichien devenu américain, était vraiment au devant de la scène psychiatrique mondiale, bien plus que Bettelheim, il faut le dire. Il a notamment animé de nombreux congrès dont le sujet était la pédopsychiatrie. Ça, c'est quelque chose qui est étudié en ce moment par mon collègue Jan Kroos, qui est là, qui est pédopsychiatre à Sainte-Anne. Et donc, les recherches de Kanner ont été diffusées, discutées. Kanner a continué à travailler sur le sujet, même si ensuite, dans les années 70, c'est-à-dire après un retour sur sa réflexion des années 40, a pu modifier sa vision des choses, peut-être en étant un petit peu critique par rapport au fait que certains psychiatres pensent avoir trouvé l'énigme de l'autisme. Alors, par contre, Asperger, il faut répéter, n'était pas spécifiquement psychiatre ni pédopsychiatre, il était pédiatre, mais les pédiatres ont une activité également en médecine mentale. Et ensuite, dans la suite de sa carrière, Hans Asperger a été surtout pédiatre, notamment chef de service en pédiatrie à Innsbruck dans les années 50, puis à Vienne, où il recevait des enfants. Il faut dire que on aime parler d'histoire quand on évoque ces questions, mais le premier enfant qui a été diagnostiqué autiste par Léo Kanner, donc son premier cas clinique, actuellement, donc des chercheurs, enfin des journalistes plutôt, ont trouvé qu'il s'agissait d'un enfant dans les années 30, mais actuellement c'est un vieux monsieur qui est toujours vivant, qui vit toujours dans sa ville d'origine et qui s'appelle Donald T. Donald Great Triplet. Et je crois qu'on a l'impression qu'il s'agit d'histoire, mais il s'agit en fait d'actualité. Alors, ça enrichit la médecine, bien sûr, puisque autour de cette nouvelle conceptualisation, on a permis à des médecins à s'intéresser à un nouveau champ. On a permis de comprendre un peu mieux ces enfants. On a pu proposer des textes, on va dire du grain à moudre finalement aux soignants, pour leur permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passait dans les interactions difficiles avec ces enfants qui ont un problème de personnalité particulier. Ensuite, il y a différentes manières d'évoluer à partir d'un syndrome autistique. Il y a des évolutions sur un mode avec des acquisitions de nouvelles connaissances. Il y a aussi des évolutions déficitaires. En tout cas, moi je pense qu'à l'origine, ce terme d'autistique décrivait probablement les mêmes enfants. En tout cas, Georg Frankl et Annie Weiss, je pense, ont exercé le même genre de psychiatrie quand ils étaient à Vienne ou bien quand ils étaient à Baltimore, c'est-à-dire en Autriche ou bien aux États-Unis. Mais le gros problème, quand en tout cas moi j'ai commencé à lire les textes d'Asperger il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années,
c'est qu'on se demandait toujours pour Asperger, où étaient les enfants qui présentaient une évolution déficitaire de leur autisme. Et cette question-là m'a, on va dire, empêché de dormir au fur et à mesure de plus en plus. J'avais commencé à fouiller dans la littérature médicale de l'époque. Comme par hasard, il manque beaucoup de textes. Les magazines médicaux ne sont pas complets. Et donc, il faut effectivement aller sur place, retrouver les archives papier. Et c'est ce qu'a fait Edith Schaeffer. Et quand on lit le livre, c'est vrai qu'on est très satisfait, en tout cas quand on est, je dirais, habitué, connaisseur des textes de Kanner et d'Asperger, de trouver la question à beaucoup de trouver la réponse à beaucoup de questions qu'on se pose négligemment quand on lit ces textes qui ont été extrêmement valorisés par notamment Lorna Wing et Uta Frith. Alors après, très clairement, dans ma pratique médicale, j'ai très rarement été amené à faire des diagnostics de syndrome d'Asperger, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le problème. Les enfants qui ont, comme on disait, un syndrome d'Asperger ou non, mais qui ont des problématiques d'autisme, souffrent beaucoup intérieurement. Et la question principale est d'aller vers eux, et c'est un métier en soi, d'aller au contact de ces enfants, leur permettre donc d'aller à l'école, de vivre une vie d'enfant comme les autres. Et mon travail à moi est essentiellement thérapeutique. Je pense que le job du psychiatre, ce n'est pas de donner des diagnostics aux gens, aux enfants, parce qu'il y a un risque de figer complètement l'évolution des choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai étudié beaucoup à l'époque avec ma thèse, entre le vocable de démence précoce et de schizophrénie. Un terme qui est déstigmatisant aujourd'hui, 100 ans après, mécaniquement, devient au contraire extrêmement stigmatisant. Donc, je dirais, on n'a pas grand-chose à gagner avec l'utilisation des étiquettes. Par contre, effectivement, on en a probablement besoin dans le domaine de la pédagogie médicale pour que les étudiants en médecine puissent travailler, puissent se former. Mais je pense qu'avec l'expérience, on a de moins en moins besoin d'utiliser de manière générale ce qu'on appelle les diagnostics. Ce sont des maladies, par convention, parce que la psychiatrie, c'est de la médecine. Mais je pense qu'on doit dire quand même que les maladies psychiatriques ne sont pas définies comme des maladies organiques. Les maladies psychiatriques sont des concepts intellectuels qu'on ne peut pas prouver par la génétique ni par la biologie, mais qui sont issus d'une réflexion intellectuelle, d'une histoire, d'une tradition culturelle. Et ça, je crois que quand on étudie l'histoire des concepts, on peut vraiment le prouver. Et c'est peut-être une des rares choses qu'on peut prouver dans le domaine psychiatrique. Merci beaucoup. Juste une dernière question avant de donner la parole à Jean-Marc Dreyfus. C'est peut-être anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. Dans la polémique qui est très nombreuse et en tous sens qui a suivi la publication du livre et tous les débats autour d'Asperger, quelqu'un a dit, est-ce que Lorna Wing n'a pas eu tort de donner le nom d'Asperger à la catégorie ou au genre de patient qu'elle voulait décrire, et quelqu'un a fait remarquer, mais ça c'est l'habitude des femmes dans l'histoire des pensées, de s'effacer derrière des noms d'hommes, et donc il y avait quelque chose d'assez clair. Alors, question qui à mon avis va dans le même sens et qui pose toujours la question du genre. C'est très étrange de voir comment aux États-Unis s'est développée une mode assez curieuse qui me paraît difficilement compréhensible, mais je ne suis pas compétent pour trancher. Mais j'ai vu que certains psychiatres, entre guillemets, parce que je ne suis pas du tout sûr de leurs compétences, parlent de Asperger, comme bon, l'autisme de haut niveau, comme on dit, comme d'une forme supérieure de l'intelligence masculine, en faisant remarquer que statistiquement, il y aurait beaucoup moins de filles que de garçons. Je remarquerai simplement que pour moi qui ai lu ce livre-là, j'ai remarqué que Lorna Wing avait une fille, qu'elle a beaucoup réfléchi et fait beaucoup progresser la réflexion médicale historique, en tout cas dans les conditions que vous avez esquissées, et que d'autre part, l'historienne là a un enfant. Et la crédibilité pour moi de ce livre merveilleux, c'est aussi que Edith Schaeffer a pensé près des problèmes qu'elle se posait dans sa vie quotidienne. Et je trouve que les livres ne sont jamais plus grands que quand ils répondent à des questions intimes et qu'ils prennent le recul, aussi bien dans l'histoire de la médecine que dans l'histoire sociale, pour penser leur propre situation.
Mais sur ce côté du genre, est-ce que vous pouvez répondre rapidement? Oui, donc Edith Schaeffer en parle hein, dans son livre. Le contexte dans lequel Léo Kanner développe son concept et l'environnement d'Asperger sont très différents. Très clairement, Asperger vit en Autriche nazie, qui est un régime quand même, allez, on va dire machiste, pour, pour aller vite. Mais il y a une glorification de l'homme, du corps de l'homme. Ça, on a vu avec les Jeux Olympiques, etc., cette mise en scène où, bon, néanmoins, on confie quelque chose à Leni Riefenstahl, mais il y a quelque chose de très fort qui est valorisé autour de l'homme. Et c'est vrai que Edith Schaeffer montre bien que les filles ont moins de chances de survivre à l'évaluation du terrible docteur Asperger, professeur même. Alors, dans le domaine de la pédopsychiatrie, on a l'habitude plutôt de voir effectivement des petits garçons. Il y a une surreprésentation des garçons pour ce qui est des troubles mentaux de manière générale. Il y en a qui disent que voilà, c'est parce que les garçons ont un seul chromosome X alors que les filles en ont deux, donc il y a des choses qui peuvent se compenser, ça prouverait l'origine génétique. Pour l'instant, ce n'est pas prouvé, mais effectivement, c'est un petit peu troublant, mais il y a des filles aussi, bien sûr, qui ont un syndrome d'Asperger. Personne ne l'a nié, même Edith Schaeffer a montré qu'Asperger avait diagnostiqué ces psychopathies autistiques aussi chez des filles. Kanner, chez Kanner aussi, on voit qu'il y a vraiment une surreprésentation des garçons. Par contre, les femmes ne veulent pas forcément s'effacer devant les hommes. Je pense que si vous aviez dit ça à Maria Montessori, qui était pédopsychiatre, elle n'aurait pas trop aimé. Non, non, mais c'est une des réflexions que j'ai eues. Je vous la soumets, c'est tout. Mais c'est vrai que bon, Maria Montessori est probablement une des premières femmes aussi à avoir eu accès aux études de médecine, parce que son père avait des responsabilités ministérielles en Italie. Et c'est aussi voilà, un fait que le monde du XXe siècle a laissé une place de plus en plus importante aux femmes. Et dans la première moitié, dans les milieux dans lesquels évoluaient Asperger et Kanner, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes qui pouvaient s'exprimer et qui pouvaient faire une carrière. En France, la première femme psychiatre n'a pas pu, je dirais, vivre sa vie de femme au grand jour. Elle n'a pas pu se marier, elle a dû accoucher secrètement, etc. Elle s'appelait Constanza Pascal. Les carrières de femmes psychiatres de l'époque étaient difficiles et très contraignantes. Sinon, donc vous m'avez posé une autre question sur Asperger, au-delà du genre. Voilà. Écoutez, moi j'ai jamais eu envie, en tout cas, de m'engouffrer dans ce qui était proposé par l'intitulé syndrome d'Asperger. Moi, j'y ai jamais vraiment cru, quoi. C'est peut-être aussi parce que j'étais formé dans une école où on nous apprend justement à réfléchir au-delà des diagnostics, mais j'en ai parlé aussi à des collègues plus âgés. C'est pas si facile que ça de se sentir à l'aise avec les textes d'Asperger, où effectivement il s'agit de petits garçons qui sont doués et on parle pas des autres. Alors, voilà, ouais. est-ce que alors, quand on a commencé à travailler sur le texte d'Edith Schaeffer, donc c'était avant que le livre paraisse, c'était donc au Congrès mondial de psychiatrie en 2017 à Berlin. Edith Schaeffer a présenté son travail et ensuite avec Yann Kroos on est allé la voir, on a discuté avec elle, on lui a dit que on s'engageait à ce que le livre soit connu en France, à participer à la traduction. C'est ce qu'on a pu faire grâce donc, à Marie Leroy de Flammarion. Et on la remercie vraiment de nous avoir fait cette confiance. Et c'était un plaisir aussi d'avoir avec nous Jean-Marc Dreyfus, que j'estime beaucoup, pour faire ce travail-là. Alors à la fin de son intervention, j'ai demandé à Edith Schaeffer, mais alors, est-ce qu'on peut faire un raccourci terrible en disant les Asperger sont des surhommes et les Kanner, les autistes de Kanner, sont des sous-hommes. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, vous allez un peu loin, mais on pourrait même presque voir ça comme ça, oui. C'est-à-dire que d'un côté, un concept d'enfant surdoué
avec un médecin qu'on peut dire proche du nazisme. Elisabeth Roudinesco a dit c'est un nazi. Bon, c'est plus compliqué que ça. Il est dans la mouvance nazie, et ça, sans aucun doute. Moi, je dirais plutôt c'était un national traditionnaliste. Voilà. Donc, national-socialiste, ça en est proche quand même. Hein. Et puis donc, Léo Kanner était juif. Donc, il y a eu toujours cette rivalité-là. Et même dans les années 70, Asperger a continué à dénigrer les travaux de Kanner en disant que les enfants qu'il avait décrits avaient des mères alcooliques parce qu'elles avaient trop étudié à l'université et qu'elles n'avaient pas suffisamment respecté la vraie tradition qui est la KKK, donc Kirche, Küche, Kinder, comme on peut le lire dans la préface de la traduction du texte d'Asperger en français. Donc c'est un texte qui est introuvable aujourd'hui, mais qui est sorti en 98, une traduction qui a été coordonnée par Jacques Constant, qui était chef de service de pédopsychiatrie à Chartres. Alors, on n'a pas pu utiliser ce texte pour intégrer les extraits du texte d'Asperger dans la traduction finale de Flammarion, parce que, en fait, ils n'ont pas tout traduit. Il manque quelques phrases. Il y a une grande imperfection dans le choix de certains mots. Par exemple, voilà, Gemüt, qui est traduit négligemment comme sensibilité. Ça, je crois qu'il fallait aussi le recul d'un historien qui a travaillé plusieurs années dessus pour avoir les idées claires. Très clairement, dans la préface de Jacques Constant, on comprend à quel point les psychiatres, lorsqu'ils ne sont pas éclairés par l'histoire, peuvent prendre des chemins complètement erronés, on va dire se planter complètement. Et puis, il y a peut-être aussi un effet de corporatisme. On se dit, bah, voilà, c'était un grand médecin. Quel type de grand médecin il était? On ne se pose même pas la question de finalement à quel point, quand on étudie dans le détail ce qu'a inventé le régime nazi, on tombe dans des horreurs de plus en plus grandes à mesure qu'on avance, quoi. Voilà. Je vais laisser la parole à l'historien Jean-Marc Dreyfus, que vous connaissez tous, qui est un habitué du mémorial, qui est reader à l'Université de Manchester au Royaume-Uni, chercheur associé au Centre d'histoire de Sciences Po Paris, évidemment spécialiste de la Shoah et des génocides, auteur de nombreux ouvrages. Il travaille actuellement sur la spoliation des œuvres d'art en France occupée et sur les politiques de restitution. Il a publié récemment le catalogue Göring chez Flammarion en 2015 en collaboration avec les archives diplomatiques. Sa dernière publication date de juin 2018. Il l'avait présenté ici de manière absolument passionnante. Ça s'appelle « Une époque terrible et terriblement intéressante », le journal de Lucien Dreyfus, présenté et commenté en collaboration avec Alexandra Garbarini, Paris, le manuscrit. Voilà, c'était vraiment un livre admirable, admirablement écrit et annoté de manière prodigieuse. C'est un livre qui, s'il vous a échappé, je vous conseille de le lire séance tenante. J'ai fait cette petite digression, mais l'articulation de l'histoire de la médecine et de l'histoire sociale dans le cadre du nazisme, à la fois la complicité des médecins avec le régime, l'oubli, l'amnésie, et est-ce que c'est une spécificité de l'Autriche ou du Troisième Reich, ou est-ce que toute l'évolution qu'a retracée le docteur Saint-Zel s'inscrit dans cette passion eugéniste qui s'est emparée de l'Europe de la fin du 19e jusque dans les années 50. Alors, merci pour cette présentation. J'ai coordonné un ouvrage intitulé « Médecine de mort », donc, qui a voulu présenter en français des travaux allemands, américains, israéliens, qui ne sont pas disponibles directement en français. Et surtout, nous avons publié plusieurs textes passionnants sur les dernières recherches très précises, des prosopographies très précises sur le traitement juridique de ces médecins meurtriers en Allemagne et en Autriche. Alors, je vais dire quelques mots là-dessus et voir comment le sort d'Asperger après la guerre est très compréhensible dans le mouvement général, non pas d'un refoulement, on parle souvent d'un refoulement, alors terme un peu psychanalytique, mais d'une politique extrêmement bien organisée et affirmée et avalisée par les Alliés, hein, surtout par les Américains. Alors là, les professions médicales dans le Reich nazi, donc Allemagne et Autriche principalement, ont été, vous le savez, les plus nazifiées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire,
en gros que ce sont les médecins qui ont été, en proportion de toutes les professions, les plus nombreux à être membres du parti nazi, ou d'un organisme satellite du parti nazi. Alors les statistiques varient, mais enfin c'est au moins la moitié, disons 55%, ont été des membres tout à fait volontaires et actifs du parti. Ça, c'est la nazification. Après, il y a les politiques meurtrières de la part de ces médecins. Et la politique la plus connue organisée, c'est donc celle de politique d'euthanasie. On dit surtout, on utilise en allemand, l'opération T4, 71 000 assassinats de malades des hôpitaux psychiatriques. C'est une petite partie. Et les responsables, les hauts responsables qui ont organisé et coordonné cette opération extraordinairement organisée et coordonnée, là, on est beaucoup plus que ce qu'on décrit dans Spiegelgrund, on en reviendra à ce qui s'est passé avec Asperger, ils ont été jugés. Le principal accusé, donc Karl Brandt, qui est également médecin personnel d'Hitler, a été condamné dans le procès des médecins, l'un des procès successeurs de Nuremberg, en marge duquel on a écrit un code d'éthique médicale, qui est toujours valable, qui a été revu en fait, mais donc le code d'éthique de Nuremberg, c'est pas le procès principal, et il a été condamné à mort et exécuté. Bon, alors il y avait une dizaine de personnes, disons 12, qui ont assisté aux premières réunions à la chancellerie du Führer pour mettre en place cette politique. Alors, on connaît maintenant bien le sort de ces médecins principaux qui ont organisé ça. Je vais vous donner rapidement l'exemple d'un des hommes qui s'appelle Hans Heinze, qui a été chef de Brandenburg-Gurden, c'est-à-dire une chambre à gaz d'assassinat pur et simple des malades donc de la banlieue de Berlin vers Brandenburg, et qui a été condamné à 7 ans d'emprisonnement par les soviétiques dans le camp de Sachsenhausen transformé en prison soviétique, et qui a été relâché, a refusé de travailler pour les soviétiques, est repassé à l'Ouest, et là recommence une carrière, redevient chef de service en psychologie, et il y a une procédure judiciaire qui est ouverte en Allemagne contre lui en 1962, et son avocat arrive à convaincre la cour qu'il ne peut pas comparaître pour des raisons psychologiques. C'est presque une blague. Hein. Ouais, voilà, il est psychologiquement pas assez fort, mais bon, il continue sa carrière, il meurt dans son lit. Et voilà, on a une purge, disons que une épuration assez sévère, très rapide, et une réhabilitation très rapide de la plupart de ces médecins, je veux dire, de quasiment tous ces médecins. Hein. Et on a un voile de silence sur la majorité des autres cas, les cas les moins graves. Et Asperger, par rapport au crime des médecins à Auschwitz, par exemple, qui faisaient les sélections, apparaît comme quelque chose de très très bénin par rapport à l'immensité du crime. Ça a été le cas pour les autres professions, des diplomates aux historiens, voilà, en Allemagne, et la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique qui a jugé des médecins. Il y a eu des procès à Dresde de ces médecins nazis. Et l'Autriche se sont reconstruits, non pas sur ce mythe du silence, non pas sur ce refoulement, mais sur une politique tout à fait consciente. Voilà. Et en Allemagne de l'Ouest surtout, mais beaucoup moins en Autriche, et naturellement beaucoup moins en RDA, on a toutes les années 50, 60, 70, 80, 90, des révélations, quasiment tous les mois. Il y a tout d'un coup telle personnalité qu'on pensait avoir été à peu près propre, et on va avoir des révélations. Ça a été le cas jusqu'au président de la République, voilà, tous les ministres, etc. Voilà, c'est très courant, ça fait partie de la vie politique courante de la République fédérale d'Allemagne, beaucoup plus tardivement de l'Autriche. Donc quand Asperger, donc quand Marie m'a demandé, je le remercie, de relire le manuscrit, non, pas de surprise. Un cas de plus, quoi. Voilà. Un cas de plus dans cette longue histoire de l'après-guerre dans les 3 pays successeurs du Reich nazi. Alors, naturellement, ça crée un court-circuit intéressant, des réactions un peu vives, parce que Asperger est devenu... Alors, je vais parler d'autre chose, vous m'excuserez,
moins sérieux, mais c'est devenu une figure de le syndrome lui-même, entre guillemets, est devenu une figure de la culture populaire, la plus pop. Alors, je vous donne un exemple. Moi, je suis un grand fanat de séries télé. Voilà, ne le dites à personne. Et j'adore Le Bureau des légendes. Vous l'avez peut-être regardé, il y a une saison où on a le génie des mathématiques qui est très sympathique, et un jeune homme et qui va. Marie hoche de la tête, approuve, et puis on est envoyé à Moscou. On y croit pas, c'est pas grave, on a le droit à 11 h du soir de regarder des choses comme ça. Et à un moment, il y a cette scène, ça m'a stupéfait. Alors, on le briefe pour Moscou, donc sa légende, c'est sa fausse identité. Et tout d'un coup, le chef du bureau lui dit, et en plus, alors il dit, tu t'appelles comme ça, tu as fait tes études, machin, c'est une couverture en fait. Et en plus, il lui dit, et en plus, tu es Asperger. Et alors, c'est bien appuyé. Et ça m'a vraiment frappé. Et après, peu de temps après, j'ai reçu le... Voilà, donc ça rentre dans la culture populaire avec ce que vous avez dit, c'était quelque chose d'assez plutôt positif. Alors un Asperger en culture populaire, c'est quelqu'un qui est un peu génial, un peu nerd, comme ça, qui se... D'ailleurs, elle en parle à la fin, Edith Schaeffer. Elle se demande pourquoi il y a cette popularité du syndrome, on pourra en reparler, et qui est un peu maladroit socialement. Voilà, on dirait que voilà, il est un peu maladroit socialement. Et d'ailleurs, dans les milieux universitaires anglo-saxons, on dit « Ah oui, les Asperger, on en a plein. » Parce que forcément, c'est à la fac qu'ils sont très bien. À la fac, on vous demande d'être intelligent. Enfin, si vous êtes un peu maladroit socialement, c'est pas grave. Hein, c'est pas l'endroit où voilà, tout le monde est un petit peu voilà, dans sa bulle. Et c'est la tour d'ivoire. Alors ça c'est des premières réflexions donc sur Asperger. Sur le livre lui-même, effectivement, le livre est très intéressant. Il est très bien écrit. Il est très dense. Il apporte, donc c'est quelque chose de tangentiel qui m'intéresse beaucoup. J'ai moi-même écrit un papier, j'ai fait un documentaire sur un cas, alors pas pareil, mais un peu similaire, sur quelqu'un qui n'a pas assassiné de ses mains, en fait, un médecin, qui a donné son nom à un syndrome, d'ailleurs, Spatz-Sallervorden, syndrome alors une maladie neurodégénérative du cerveau, hein, donc on n'est pas exactement dans le même domaine. Et donc quelqu'un donc les deux médecins n'ont pas du tout été inquiétés après la guerre, parce que c'était des menus fretin par rapport à l'immensité de ce crime. Même débat sur Spatz-Sallervorden, comme sur 21 syndromes, elle donne le chiffre, mais à mon avis c'est plus que ça, débaptisé, parce que le passé de ces médecins qui ont donné leur nom, tous des hommes d'ailleurs, ont donné leur nom à des syndromes, maladies, etc., a été révélé comme étant pas très propre. Alors, dans ce livre, je vais donner 2 points qui m'ont intéressé. Il y a quelque chose qu'elle met en avant qui est quand même très, très, très ambitieux, mais qu'elle ne développe pas trop, alors on a un peu débattu sur le terme, on appelle ça, elle nomme le régime nazi un régime du diagnostic. Et elle reprend donc le contre-pied de débat. Je vous épargnerai les détails sur le régime nazi comme un état racial, le racial state. Et elle dit non, c'est l'état du diagnostic avec cette obsession absolue du tri des gens, à chaque étape, tout le temps, trier en fonction des qualités raciales, en fonction des qualités physiques, en fonction de la couleur des yeux, en fonction de... Et ça, c'est quelque chose qu'elle balance un petit peu, j'allais dire comme ça, qu'elle ne détaille pas, mais qui est un concept très fort, puisqu'elle donne une explication du nazisme, hein, et qui est intéressant. Voilà, je ne suis pas tout à fait convaincu, mais il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'on voit tout le temps ces examens de toutes les personnes dans les écoles, aux jeunesses hitlériennes, et un examen qui est très souvent fait par des médecins. Donc c'est un ultra-eugénisme, mais ça va même au-delà, enfin, la détermination par les médecins, et ça va au-delà de la mort, puisque le régime nazi a eu la caractéristique dans l'histoire d'être le régime qui a le plus développé la médecine légale, c'est-à-dire le pourcentage de morts naturelles ou non naturelles, mais souvent de morts naturelles, d'Allemands tout à fait ordinaires qui sont morts et dont il va y avoir une autopsie. Donc jusqu'après la mort, le régime du diagnostic va chercher le tri, à trier les corps, même les cadavres. Je parle pas des camps de concentration, je parle des gens qui meurent dans leur lit ou dans les hôpitaux. Donc on a un taux tout à fait incroyable, 4,5% des morts sont autopsiés. Dans notre société, à nous, c'est un fragment, enfin c'est très très insignifiant. Alors ça c'est un point. Il y a un deuxième point sur lequel je vais insister. Là le livre, je pense, alors c'est très très bien décrit, c'est
magnifiques, il y a des pages vraiment bouleversantes, mais elle ne met pas en avant en fait l'originalité de cette démarche, qui est de redonner la parole à ces malades. Et là, à la fin, on a interrogé les survivants de la Shoah, la deuxième génération, la troisième, la quatrième, ici, hein, que d'archives magnifiques depuis les années 50. Mais plus récemment, on a interrogé des survivants d'autres crimes, en fait. Et on s'est rendu compte que ces gens qui étaient considérés, pardonnez l'expression, mais pendant très longtemps comme des fous. Alors effectivement, des survivants qui sont passés, il y a des gens qui sont passés dans le régime du diagnostic et qui ne sont pas morts, hein, qui s'en sont sortis. Souvent d'ailleurs ont été sauvés par une infirmière ou par les familles qui les retirent des institutions. Ces gens, on ne considérait pas que leur parole était valable. Mais si, ils ont une parole vraiment, voilà, autant voilà, qu'une personne, un juif ou une juive, suivant des camps, et elle utilise ces témoignages qui ont été recueillis très tardivement pour montrer, entre autres, c'est très important, que Hochspiegelgrund, qui est donc le fameux hôpital psychiatrique pour enfants, qui était le modèle, en fait, à la fin du 19e, de la psychiatrie, les conditions se dégradent tellement pendant la guerre, pour ces enfants qui ne sont pas condamnés à mort, attention, hein, ce ne sont pas les enfants qu'on va euthanasier, une piqûre dans le cœur, les enfants qui sont envoyés là, les conditions se dégradent tellement, de mauvais traitements, de torture, c'est presque de la torture, d'humiliation, de famine, on les affame, que ce sont des conditions qui sont presque concentrationnaires. Et ça, c'est une description très très importante. Voilà, je m'arrête là pour les premières remarques. Oui, alors juste une question complémentaire. C'est un paradoxe qui est quand même difficilement compréhensible. Est-ce que c'est la facilité avec laquelle les anciens nazis responsables se sont dissimulés? Est-ce que c'est la négligence des autorités? Est-ce que c'est la légèreté de certains historiens? Comment se fait-il que pendant des années, Asperger est passé pour un homme qui avait sauvé des enfants, alors qu'il a siégé dans des commissions dont on savait que le résultat était de se débarrasser des vies inutiles. Et donc c'est quand même quelqu'un qui, suivant les critères modernes, les critères actuels, mais il me semble que c'est des critères qui, depuis l'après-guerre, sont universels, c'est quand même un criminel de guerre. Pas selon les critères des crimes de guerre de 1945. Oui. Je ne crois pas, j'ai relu rapidement le livre pour préparer cette soirée, je ne crois pas qu'Edith Schaeffer ait vu son dossier de dénazification. Je ne crois pas qu'elle l'ait vu. Elle dit simplement qu'il a été classé. Alors, il n'est même pas Nachfolger, il est catégorie 1, c'est-à-dire la plus bénigne. Oui. Donc il n'y a pas de problème. Il peut continuer à exercer surtout. Mais tous les documents exhumés notamment par Herwig Seck montrent aussi qu'il a signé des décisions de... Oui, non, mais je parle de la procédure. Oui. Alors, il n'a pas été... Je ne sais même pas s'il a été dénazifié, puisque pour être dénazifié, il fallait être membre du parti nazi. Hein. Oui. Et comme il n'était pas membre du parti nazi, là où son trait de génie et son ambiguïté, c'est qu'il n'est jamais rentré au parti nazi. Il a donné des gages suffisants au régime pour ne pas avoir à le faire et faire quand même une carrière. D'ailleurs, sa carrière est très intéressante parce qu'il fait partie de ces gens méritants. Je veux dire, il vient d'une famille paysanne. Son père n'est plus paysan, mais son père n'a pas pu faire d'études. Il n'est pas issu d'un milieu de la bourgeoisie cultivée, il n'est pas issu d'un milieu médical du tout. Il vient d'une longue lignée de paysans de province, et il fait le premier de sa famille à faire des études. Et il va alors il est déjà médecin en 1938, mais il va être aspiré par le haut, c'est-à-dire sa carrière va s'accélérer grâce au nazisme. Et ça, on a quelque chose de très typique dans tous ces... dans les descriptions de ces carrières médicales de ces assassins. Alors, je ne sais pas s'il y a un dossier de dénazification. Peut-être qu'il n'y en a pas, c'est pour ça qu'il n'est pas mentionné. J'en sais rien. Oui, mais il n'intéresse personne. Alors, lui-même, quand même, se reconstruit immédiatement une virginité et une biographie. Ça, c'est absolument... Enfin, les CV à trous, c'est personne... dans le cas sur lequel j'ai écrit, donc d'Aller Forden, lui, il a un hoquet de conscience, et il se confie à un médecin américain, et ça le poursuit pendant toute sa carrière.
Ça ne veut pas dire qu'elle est freinée, mais ça le poursuit pendant toute sa carrière. Et tous les autres, ben non, ils sont des gens qui sont assez habiles, ils sont des gens qui sont déjà adaptés à des changements de régime. Ils sont passés d'un régime très socialiste de Vienne-la-Rouge à l'austrofascisme, puis au nazisme, avec à différents degrés. Bon, bah, ça fait, on retourne sa veste une fois de plus, on s'adapte. À l'étude, d'ailleurs, il y a des passages très intéressants à la fin, c'est assez rapide, sur certains textes assez curieux, d'inspiration, qu'elle dit un peu catholique, comme ça, puisqu'il se décrit comme très catholique, hein, et très croyant, sur le remords et sur le fait que d'être conscient de sa faute, c'est de se blanchir. C'est extraordinaire, c'est presque un aveu, quoi. Comme s'il savait qu'il y avait une tâche, voilà, mais très prudemment, enfin, il n'y a rien qui ressort. Et Alors, rien qui ressort, sauf peut-être un article de 55 qu'Asperger écrit qui s'appelle L'enfant mourant, où là il explique que son travail en tant que médecin est d'accompagner le geste de Dieu, voilà quoi, d'accompagner les fins de vie. Enfin, c'est un passage très troublant du livre. Est-ce que c'est une sorte de confession à minima d'un passé qui le poursuit? Enfin, c'est très très curieux. Et puis, dans des textes même ultérieurs, il reste extrêmement agressif envers Kanner. C'est vraiment très curieux. On a l'impression que lui-même, il n'a jamais renié ses convictions. Il n'a pas eu vraiment besoin de le faire. Mais effectivement, il s'est adapté au régime suivant. Qui est d'ailleurs une remise en route de ce socialisme municipal très, très fort dans la Vienne, la Deuxième République autrichienne, avec un habitat presque gratuit, des soins médicaux très poussés. Ça, c'est un aspect aussi qui était rapide, parce que là, il y a tant de choses dans ce livre, mais c'est très passionnant, les quelques pages sur cet eugénisme socialiste, en fait, en direction des ouvriers, qui va, en élargissant les soins médicaux de qualité, mais aussi de contrôle social à la population ouvrière qui était la plus dépourvue de ces soins jusqu'à la fin du 19e siècle, on élargit aussi l'eugénisme. Donc elle sous-entend qu'il y a un terrain qui est posé, là aussi ça pourrait être discuté, un terrain qui est posé qui va faciliter le passage au nationalisme. Je suis un peu moins d'accord avec ça. Je pense qu'il y a quand même un changement de logiciel qui a eu lieu, de référentiel qui a eu lieu, d'ailleurs très, très rapidement. Oui. Sur Asperger antisémite, il y a pas de, je ne crois pas qu'elle en parle. C'est pas ce qui le détermine en fait. Non, enfin, le nombre de ces patients est trop réduit pour qu'on puisse faire des statistiques le cas échéant. Mais les Juifs étaient tellement éliminés pour d'autres raisons que peut-être la question s'est pas posée. Sa carrière en fait est quand même accélérée voilà, par le départ de collègues juifs. Mais ça a été. C'est tellement banal que. Mais justement, vous avez mis le droit l'un et l'autre sur l'un des aspects de ce livre qui en fait un très grand livre, c'est que Asperger était finalement un médecin ordinaire, un médecin assez quelconque, dont la pensée n'était pas grandiose. C'est un peu un accident de l'histoire postérieure qui fait qu'il a eu cette renommée. Et donc ce livre-là, contrairement aux apparences, parce que tout le monde a l'impression Asperger c'est quelqu'un de très puissant, comme si c'était un grand génie de l'histoire de la médecine. Et en fait, ce livre-là, ça relève de ce qu'on appelle un peu la micro-histoire. Et ce qui fait, ça donne une autre dimension à ce livre, qui est effectivement, dont la lecture est haletante, déchirante, troublante, et les documents en effet exhumés. Il y avait quelques témoignages dans Henri Friedlander, ou après son livre sur le T4, où il avait en effet trouvé quelques survivants et cité quelques témoignages, mais c'est tellement rare, et la place et la construction de ce livre est telle que ça prend une dimension extraordinairement forte. Alors, il y a eu des campagnes plus systématiques, la mémoire de T4 et donc des autres opérations d'euthanasie, puisqu'on sait que c'est allé bien au-delà. Il y a des projets très intéressants, comme il y a dans les familles juives, en fait, la mémoire, le traumatisme, entre guillemets, comment les familles gèrent, même au bout de 2 générations, le fait qu'il y ait un membre qui ait été assassiné dans ces opérations, que ce soit un ascendant direct ou non. Avant de donner la parole à la salle, je voudrais que vous répondiez à une question qui est plus générale. On a parlé de l'Allemagne, enfin de l'Autriche, de l'Allemagne nazie, du Troisième Reich. Or, en fait, tous ces comportements, toutes ces pratiques, même cette culture du diagnostic, cette idée qu'il y a des vies inutiles qui ne valent pas la peine d'être vécues, la notion, d'ailleurs,
est antérieur au nazisme, et il semble que d'ailleurs les médecins aient imposé ça dans l'ordre du jour programme nazi. C'est pas les nazis qui ont inventé ça, mais ils l'ont adopté. Donc ce serait quand même intéressant de voir quel est votre sentiment sur la place de cette histoire dans l'ensemble de la culture européenne médicale et plus généralement politique. On a parlé donc du programme T4 d'élimination des handicapés sous le nazisme. Dans le cas qui nous intéresse là, l'Asperger, il ne s'agit pas du même massacre, on va dire. Ce qui est intéressant aussi dans ce que nous dit Edith Schaeffer, c'est que ça définit un autre meurtre de masse, plus subtil peut-être, où en fait les enfants étaient individuellement examinés. Les équipes soignantes devaient connaître la personnalité des enfants, hein, ça c'est les mots d'Asperger, et ensuite la sélection se faisait en connaissance de cause de la personnalité des enfants. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose de relationnel. En ça, ce service de pédiatrie avait utilisé finalement, on va dire, tout l'humanisme et la tradition d'accueil et d'écoute de l'école autrichienne, y compris la qualité d'écoute qu'on retrouve chez Freud. Bon, bien sûr, l'antisémitisme avait évacué de la pratique tout ce qui conceptuellement rappelait Freud, mais il s'agit vraiment d'autre chose que du meurtre de masse type T4 avec des trains, des chambres à gaz, etc. Là, les enfants étaient mis à mort au sein de l'hôpital par des médicaments, par des inoculations de bactéries, de maladies diverses. Et ensuite, les parents recevaient un avis de décès qui n'était souvent pas correspondant avec, enfin, qui ne correspondait pas avec ce qui s'était réellement passé à l'hôpital. Alors, cette idée d'eugénisme des plus faibles, c'est une idée, on va dire, assez ancienne. Et je dois dire qu'on a eu en France maille à partir avec cet état d'esprit-là, notamment Alexis Carrel, qui avait remporté le prix Nobel de médecine en 1912, avait lui-même évoqué cette possibilité d'amélioration et pas par l'élimination. Même Carrel n'est pas par l'élimination. C'était ce qu'on appelait de l'eugénisme positif, c'est-à-dire de favoriser les plus doués. Voilà. Alors Carrel, il me semble que Carrel l'avait présenté comme une hypothèse. C'est pour ça que la faculté de médecine de Lyon, qui s'appelait Alexis Carrel, a été débaptisée, parce qu'on a vu en lui le père d'un eugénisme négatif, justement. Il y avait eu en France, par exemple, un médecin qui s'appelait Édouard Toulouse, qui proposait un eugénisme positif, c'est-à-dire de faire de l'éducation avec les personnalités psychopathiques, justement, d'ouvrir un premier service de psychiatrie avec un premier service de psychiatrie à porte ouverte. C'est ce qu'on appelle la technique de l'open door, c'est-à-dire une psychiatrie non contrainte, et qui ouvrait les hospitalisations pour les personnes dont la personnalité pouvait évoluer dans le bon sens, hein, pour contribuer à la société. Mais l'eugénisme négatif, c'est-à-dire de supprimer les personnes qui ont le plus besoin des services sociaux, du welfare state, d'une certaine manière, ça a été évoqué dès 1920 par donc un juriste qui s'appelait Binding et Hoche, qui était un médecin allemand, qui à une époque d'ailleurs avait exercé en Alsace, à Mulhouse. Donc Binding et Hoche, en 1920, ont sorti un livre qui a un titre terrible, c'est-à-dire de la libéralisation, de la suppression des vies ne méritant pas d'être vécues. Voilà. Donc sous ce titre-là, on a la théorie d'une idéologie de revanche sur la guerre de 14 qui a vu faucher les forces vives de la nation, notamment dans les tout premiers mois, notamment dans la bataille de la Marne, et que pour que l'Allemagne revienne à sa moyenne habituelle, comme les meilleurs avaient été tués, il fallait tuer ceux qui étaient en bas pour remonter la pente, flotter au-dessus de l'eau. Et alors, c'est un texte qui a été
qui est passé presque inaperçu sur le moment, mais au fur et à mesure de la structuration du nazisme, c'est un texte qui a été de plus en plus cité. Binding était déjà mort, mais Hoche a fait partie des très grands collaborateurs, enfin, on va dire théoriciens de la médecine nazie. Alors, l'eugénisme est très ancien. Cet eugénisme négatif est plus ancien que le nazisme, mais le nazisme, justement, s'est construit sur ces briques-là, qui proposait un changement complet de l'éthique du soin, de ce à quoi devaient servir les médecins, c'est-à-dire pas forcément soigner les individus, mais soigner une société qui se redéfinissait de manière idéologique pour éventuellement une nouvelle guerre, etc. Et ça, je pense que voilà, moi c'est ce que je peux dire en tant que psychiatre. Après, bien sûr, les historiens ont beaucoup de textes, de documents qui vont étayer cette histoire-là. Alors, si j'ai bien compris, la notion d'Asperger a disparu des manuels internationaux de diagnostic. Ce n'est plus une catégorie utilisable ou utilisée. Elle reste dans le très grand public. Est-ce qu'il y a, tout simplement, dernière question avant de donner la parole au public, est-ce qu'il y a une leçon éthique, c'est évident, de cette histoire-là? Est-ce qu'il y a une leçon politique? Est-ce que les pouvoirs publics prenant connaissance de ce dossier doivent en tirer un certain nombre de conséquences, de prudence dans les appellations? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on lit ce livre, quand on est responsable de la santé publique? Alors, un élève de Lorna Wing, Simon Baron-Cohen, avait été très troublé par la présentation qui était faite de l'héroïsme d'Asperger, d'un côté, et des doutes qu'on pouvait avoir sur la date de la thèse d'Asperger, 1944, c'était l'Autriche nazie. Pour lui, il y avait un problème. Donc il a favorisé le travail de certains historiens. Herwig Scher travaillait déjà sur le sujet depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire est-ce qu'il fallait débaptiser des noms de rues, de collaborateurs, etc. etc. Également, Edith Schaeffer l'a rencontré. Et donc il a vraiment permis à ce qu'il y ait un travail historique qui se développe, mais dans le doute, il a demandé aux commissions d'abord du DSM, donc de la classification américaine des troubles mentaux, du DSM-5, en 2015, de retirer le vocable de syndrome d'Asperger de ses tablettes, et il lui a préféré un terme un peu plus vague de trouble du spectre autistique, mais qui élargit tellement les critères diagnostiques que finalement, c'est vrai qu'on comprend pourquoi on est passé d'une fréquence de 1 sur 5000 à 1 sur 30. Hein. Alors bien sûr, statistiquement, ça n'a absolument aucun sens. Pour vous dire à quel point ces catégories diagnostiques, finalement, même si elles sont présentées comme très strictes, très scientifiques, ne le sont pas du tout. Parce que passer de 1 sur 5000 à 1 sur 30, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, et maintenant, donc la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire de l'ONU, a été en discussion donc, il y a 2 semaines. Elle sera adoptée par les États membres, je crois, au 1er janvier 2022, puisqu'il faut que chaque État membre valide cette nouvelle classification. Cette classification donc, retire donc, le syndrome d'Asperger de ces tablettes, hein, où il était entré dans les années 80, c'est-à-dire années 90 même, assez tardivement. Probablement à la suite du film Rain Man. Donc, vous regarderez le film peut-être, mais alors, ça parle d'une histoire, ça ne parle pas du syndrome d'Asperger, ça parle plutôt des Américains, de l'environnement culturel plutôt autour de Kanner. Mais bon, ça c'est juste une petite réflexion. L'autisme est devenu un sujet de société très diffusé, je pense, à partir de ce film quand même. Hein. Ils ont eu des Oscars, je crois. Bien sûr, tout le monde connaît Tom Cruise et Dustin Hoffman. Le film est vraiment super. Mais attention, tout cela prend du temps. C'est-à-dire que les textes de Herwig Scher, qui sont très critiques sur certaines grandes figures de la médecine, par exemple, on pourrait penser à Julius Wagner von Jauregg, prix Nobel de médecine, pour avoir inventé la malaria-thérapie, etc. On a fait une petite note avec Yann dans le livre pour expliquer. Donc, il a collaboré avec les nazis peu de temps avant sa mort. Il était question de débaptiser la rue portant son nom à Vienne. Et ça, c'est Herwig Scher qui a fait partie de certaines commissions de mémoire et de réexamen de la biographie de tous ces médecins-là. D'un autre côté,
Donc il y a ce travail en Autriche, ensuite il y a une internationalisation, les Américains sont intéressés à toute cette question, et nous en France, eh ben, on lit pas très bien l'anglais, on lit difficilement l'allemand. Moi je m'intéresse aux 2 langues et je suis investi, c'est vrai, au niveau de l'Association mondiale de psychiatrie, donc j'ai pu aller chercher finalement Edith Schaeffer là où elle présente en toute logique son livre. Mais c'est une démarche qui est un petit peu pionnière. Et avec Yann, nous avons été les premiers à savoir qu'Edith Schaeffer allait éditer ce livre. La dernière classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent date de 2012. Il est prévu qu'il y ait des révisions périodiques, évidemment avec la sortie de ce livre, mais aussi avec la tendance américaine et la tendance internationale au niveau de l'OMS. Parce que je vous rappelle que l'OMS, depuis il y a 2 semaines, ne préconise plus l'utilisation du terme de syndrome d'Asperger. Donc en toute logique, la prochaine révision verra disparaître la présence du terme de syndrome d'Asperger. Ça, je pense que c'est vraiment acquis. On le doit à Simone Baron-Cohen, l'élève de Lorna Wing, qui a inventé ce terme de syndrome d'Asperger. On le doit aussi à Herwig Scher, on le doit aussi au travail d'Edith Schaeffer, qui s'adresse plus au grand public. Herwig Scher est plus à destination des historiens. Je pense qu'avec ce livre, surtout quand on lit ce livre, évidemment, on ne voit absolument pas pourquoi on devrait séparer les personnes souffrant d'autisme entre les bons et les mauvais. On ne voit absolument pas pourquoi on devrait rendre hommage à quelqu'un comme Asperger qui ne s'est jamais dénié dans ses convictions et qui a du sang sur les mains, moins que d'autres, moins que l'ex-fiancé de la sœur d'Hitler, par exemple, Jekelius. Mais on ne peut pas mettre tout sur le dos des grandes figures criminelles de l'époque. Asperger a participé. Il a participé à ce projet criminel. Je pense vraiment que la médecine doit s'honorer d'avoir d'autres références que celle-ci. Mais je pense vraiment qu'il fallait ce travail historique pour pouvoir nous éloigner de ces conceptions nazies persistantes jusqu'à aujourd'hui. Ce travail historique n'avait pas encore été fait. Maintenant qu'il est fait, je pense que les médecins n'ont plus d'excuses. Et moi aussi, je suis très attentif sur ce qui va être dit sur le sujet. Et je suis très investi aussi dans les organisations professionnelles pour diffuser les conceptions d'Edith Schaeffer. Mais c'est un travail qui ne fait que commencer. C'est la première fois aujourd'hui que nous présentons le livre. Mais je pense qu'il va y avoir un avant et un après Edith Schaeffer quand même. Voilà. Je voudrais quand même préciser que cette question des nomenclatures, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, ça n'a pas beaucoup d'influence. C'est qu'on a regardé sur des nomenclatures de maladies qui ont été débaptisées il y a 20 ans, dans les revues médicales, on retrouve le terme constamment. Parce que ce sont des nomenclatures qui sont indicatives. Je veux dire, il n'y a pas une police qui va censurer les revues médicales. Et on a des statistiques, maintenant on peut faire des statistiques très facilement, puisque tout est électronique, et on a même des articles qui vont étudier l'occurrence pour tel syndrome du nom qui ne devrait pas figurer. Il y a une autre question en fait qui est très récurrente depuis bien plus longtemps, qui sont les expériences médicales non éthiques. Donc contrairement à ce qu'on a pu penser, quelques rares expérimentations ont donné des résultats qu'on ne peut pas reproduire, heureusement, en particulier sur les hautes pressions, et les références de ces expériences sont toujours citées, alors pas toujours de façon directe, mais on va citer l'article qui lui-même a cité tel. Et ça fait des années et des années que les historiens disent, mais si au moins vous le citez, dites d'où ça vient, où a été fait. Ça a été fait à Buchenwald, ou que ça a été fait à Ravensbrück. Il n'y en a pas beaucoup. Et là, même pour ça, non, ça vient pas, parce que le régime de la production médicale, la concurrence, fait qu'il y a d'autres chats à fouetter, en fait, que ces questions historiques. Voilà, vous avez répondu admirablement à toutes les questions que pose ce livre. Vous n'avez pas répondu à la question de Michel Foucault, mais en fait, j'ai fait les statistiques dans l'ensemble de l'œuvre de Michel Foucault. Il parle une seule fois d'autisme dans sa jeunesse et jamais d'Asperger. Donc, les questions que vous posez auront des meilleures réponses dans le livre d'Edith Schaeffer. Et il n'a pas beaucoup parlé du nazisme. Non, c'est vraiment alors que le biopouvoir était au cœur de sa réflexion, c'est très étonnant. Alors que c'était quelqu'un qui connaissait très bien l'allemand par ailleurs, mais c'est une bonne partie des philosophes français.
Voilà, en plus. Voilà. Ça, Nos intervenants sont à votre disposition pour répondre aux questions de ce livre que je vous recommande et dont la lecture est réellement déchirante et dont on ne sort pas indemne. Bonsoir. Alors, c'est pas vraiment une question, donc je vais m'adresser aux médecins. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, donc je voudrais pas écorcher votre nom. Donc voilà, moi je suis un petit peu choquée qu'on appelle encore l'autisme une maladie psychiatrique, alors que c'est neurologique. Et j'en parle parce que j'ai un garçon autiste, TSA, puisqu'on n'emploie plus le terme Asperger. Donc je me dis que si on veut changer les mentalités en matière d'autisme, que ce soit Asperger ou autre, donc on va parler de TSA, il faudrait peut-être ne plus employer le mot maladie, mais handicap. Parce qu'on est avec, on meurt avec, on n'en guérit pas, on atténue certains symptômes au cours de la vie avec des thérapies, voilà. Mais moi, ça me gêne encore d'entendre maladie psychiatrique, parce que bien souvent, c'est associé à la notion de fou, alors qu'un autiste n'est pas fou. Il a une intelligence, comme le dit très bien Joseph Chovanec, une intelligence différente. Alors, je vais employer un terme, enfin une phrase qui va peut-être choquer. C'est comme si la plupart des gens étaient sous Windows et que les autistes étaient sous Linux. Donc c'est une intelligence qui est différente. Et donc si on veut accepter les différences, il faut qu'on arrête aussi d'associer la folie à l'autisme et donc d'associer l'autisme aux maladies psychiatriques alors que c'est un trouble neurologique. Voilà. Et je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est concernant les filles. On a dit pendant très longtemps qu'il y avait une fille pour 4 garçons, mais on se rend compte que les choses changent et qu'en fait, les filles, l'autisme au féminin est bien moins, on va dire, détecté jeune parce que les symptômes ne sont pas forcément les mêmes et que une petite fille qui se met à l'écart dans une ronde va peut-être moins être visible qu'un petit garçon qui est vraiment à l'écart et que les intérêts restreints chez les filles ne sont pas forcément les mêmes que chez les garçons. Mais je pense que si on va accepter le handicap et justement que ces enfants, que ces adultes, adolescents, enfin ces individus tout simplement, soient acceptés dans une société, il faut aussi accepter ces différences et ne plus parler de maladies psychiatriques, car ce sont des troubles neurologiques, j'insiste vraiment. Docteur Saint-Zel. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas l'origine organique précise de l'autisme. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le mot autisme, c'est un concept clinique qui a été inventé par des psychiatres. D'ailleurs, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, Asperger n'était pas psychiatre ni pédopsychiatre, il était pédiatre. Mais il s'agit de la médecine mentale. Après, ce que vous dites est assez controversé, ça ne correspond pas à la pratique actuelle en médecine. Les malades souffrant d'autisme sont pris en charge par des psychiatres, par des pédopsychiatres. Si les neurologues veulent s'en occuper, en tant que médecin, moi je n'ai rien contre, mais ce sont les neurologues eux-mêmes qui nous les confient. Et eux, ils ont une expérience différente. Ils travaillent sur des problèmes d'organicité, ils ont une pratique vraiment complètement différente. Les suivis en neurologie, bon, je vais caricaturer un peu, mais les suivis en neurologie, c'est une fois tous les 6 mois. Les suivis en psychiatrie, c'est souvent 2 fois par mois, 2 fois par semaine, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes genres de prise en charge. Ce ne sont pas les mêmes pratiques. La psychiatrie et la neurologie, ce ne sont pas les mêmes métiers, même si à l'origine, ce sont des métiers qui étaient liés. Et comme certains d'entre vous le savent peut-être, Freud était neurologue, mais il était formé en tant que neuropsychiatre. Et ensuite, il choisissait un exercice exclusif plutôt psychiatrique ou neurologique, mais ce sont des problématiques différentes.
Par exemple, dans les maladies neurologiques, vous n'avez pas forcément d'angoisse profonde, morcelante, comme nous on l'observe dans les pathologies psychiatriques. Alors après, je ne dis pas que ça touche toutes les personnes autistes qui souffrent d'autisme. Il y a des tableaux extrêmement différents d'un côté ou de l'autre. Ensuite, vous parlez du handicap. Effectivement, vous avez raison, c'est une problématique très importante actuellement, citoyenne, qui a été vraiment mise sur le devant de la scène à l'OMS en 1980, avec la classification internationale des handicaps. Ensuite, en 2000, il y a eu un changement complet de perspective. On n'a plus considéré à l'OMS le handicap comme une conséquence de maladie, mais plutôt comme une difficulté de mener une vie normale. Effectivement, la société a reçu comme but, la société de manière générale, c'est-à-dire que les pays adhérents à l'ONU se sont engagés à ce que l'État fasse des efforts pour que les personnes handicapées puissent avoir une compensation de leurs limitations dans leur vie quotidienne. Et voilà. Nous, en tant que médecins, nous y contribuons aussi. Nous faisons des certificats permettant des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire que il n'y a pas de correspondance entre un diagnostic médical et une situation de handicap. On peut très bien avoir un problème de santé, s'en sortir très bien et ne pas avoir besoin de compensation à type de, voilà, de prestations de handicap. Ça existe, on le voit tous les jours. Ensuite, vous me parliez du terme de folie. Alors, je dois vous dire que de manière générale, en tout cas en langue française, le terme de folie est un terme vraiment très désuet, qui n'est plus utilisé depuis le 19e siècle, sauf chez Henriet, qui était d'origine catalane, qui était un grand lecteur de littérature espagnole, où là-bas, maladie mentale se dit locura, ce qui se traduit par folie. Après, je suis d'accord que le terme de folie a à voir avec la psychiatrie, mais on est dans une tradition vraiment beaucoup plus ancienne. Le terme de folie, c'est médiéval, ça fait 1000 ans que le mot existe. Ça fait pas 1000 ans que la psychiatrie existe. Ça fait peut-être 200, 250 ans. Alors, historiquement, l'autisme, c'est une situation qui a été décrite par des médecins vis-à-vis de certains malades qu'ils rencontraient dans leur pratique. Ce qu'ils ont décrit comme autisme, c'était dans le champ de la médecine. Après, tout à l'heure, si vous avez écouté ce que j'ai dit, j'ai bien mis en garde, j'ai expliqué de manière le plus détaillée possible, mais bon, il fallait aller vite quand même, que ce qu'on appelle les maladies psychiatriques, ce ne sont pas du tout des maladies comparables aux maladies organiques. Ce sont des entités différentes. Ce sont des concepts cliniques qu'on appelle par convention maladie, parce que les médecins sont psychiatres également. Mais la nature d'une maladie psychiatrique n'est pas du tout la même nature qu'une maladie organique. Moi, dans ma pratique, je retiens un mot d'esprit de Georges Daumaison, qui était un grand médecin, notamment à Sainte-Anne. Il disait, peut-être que la schizophrénie n'existe pas, mais les schizophrènes, eux, ils existent. C'est-à-dire que pour se constituer, la psychiatrie a eu besoin de s'organiser avec des entités, des concepts intellectuels, des entités intellectuelles qui se sont appelées des maladies. Et par exemple, chez Émile Kraepelin, qui a vraiment structuré la psychiatrie il y a une centaine d'années, pour lui, les maladies, ce ne sont pas des maladies en soi, ce ne sont pas des Krankheiten, ce sont des Krankheitsbegriff, ce sont des termes, c'est des concepts morbides, si vous voulez. Ce sont des entités qu'on appelle maladies. Ce ne sont pas des maladies telles qu'on l'entend dans le reste de la médecine. Donc, dans le domaine de la psychiatrie, on est dans une forme de pratique très différente de la médecine, de la clinique, et notre mission est également d'accueillir les personnes en situation de handicap quand elles ont besoin de nous. Il y a des personnes en situation de handicap qui n'ont pas besoin de voir des médecins. Il y en a certains qui ont besoin d'en voir. Nous sommes disponibles pour cela, pour les aider, pour discuter avec eux, etc. Bien sûr, c'est notre métier également de participer à la réinsertion des patients. C'est d'ailleurs une de nos priorités. Alors, bien sûr, on a le devoir d'être exigeant par rapport à ce que font les psychiatres.
je dirais qu'il faut faire attention à escamoter certains points importants sur lesquels je reviens là. Mais c'est vrai que quand on dit maladie psychiatrique, on ne parle pas de la même chose que des maladies neurologiques. Merci beaucoup. D'autres questions? Je voulais vous demander, docteur, ou même monsieur Dreyfus, comment s'est fait le glissement entre ce monsieur Asperger et l'étiquette qu'il y a aujourd'hui de tout d'un coup l'espèce de pseudo-magie de ces personnes qui sont à haut potentiel. Comment s'est fait ce glissement entre un médecin pseudo-nazi, excusez-moi, et aujourd'hui ce qu'on dit des autistes Asperger? Rapidement, Edith Schaeffer donne, alors j'étais très frappé, mais en une phrase, peut-être un semblant d'une piste. Elle est pas très, voilà, elle donne une piste, puisque c'est la question, je n'ai pas de réponse. Hein. Elle dit c'est peut-être lié à nos angoisses dans notre société, d'une société hyper technologique, et donc de manière de... Je sais pas, il faudrait retrouver la phrase qu'elle utilise, qui est... Voilà, cette multiplication aussi des diagnostics d'autisme, hein, qui est quand même extraordinaire. Enfin, c'est très... Ça ne veut rien dire. Enfin, vous avez donné des chiffres. Elle dit c'est peut-être lié à nos angoisses sociales, voilà, de l'informatique, du numérique, et c'est la projection de ces angoisses-là. Mais elle ne va pas plus loin. Non, mais elle dit même, d'ailleurs, d'une formule saisissante, oui, que geek ou geek, je ne sais pas comment on doit dire, est devenu quasiment synonyme de Asperger maintenant, ouais, dans certains milieux, ce qui en dit long sur le flou et l'approximation. Mais docteur, vous avez une réponse à donner? Oui, c'est un des rares diagnostics en psychiatrie qui a un côté valorisant. Hein, c'est jusqu'à, en tout cas, jusqu'au 27 mars, hein, quand le livre est sorti, chez Flammarion, eh ben, c'était très valorisant d'être Asperger, d'être Aspi. Ensuite, 28 mars, c'était un peu différent. Mais c'est vrai que c'est une exception, hein, parmi les diagnostics. Quand on avait discuté avec Edith Schaeffer à Berlin, elle nous avait dit, mais il ne faut pas penser que le DSM est une classification des troubles mentaux. C'est une classification de la tarification de la prise en charge des pathologies sur le territoire américain. Ce n'est que ça. Et voilà, moi j'ai senti aussi chez elle qu'elle avait une très forte connaissance de toute cette littérature sur l'autisme. Je trouvais ça très, très bien qu'elle nous rappelle ça. Et quand même, la conclusion très forte du livre, et je reviens à cette thèse qu'elle présente en passant, comme le nazisme comme un régime du diagnostic, c'est de se dire, ben non, on y est quand même encore, hein, donc ce diagnostic qui va classer les gens, hein, et elle dit, sans d'ailleurs dire par quoi le remplacer, elle dit, c'est très dangereux. Voilà, c'est très dangereux, ça n'a pas de sens, en fait. Alors, le médecin a besoin de symptômes et pour faire un diagnostic, pour soigner. Mais elle va très loin. Oui. Elle dit qu'il faudrait à la rigueur ne pas avoir de diagnostic parce que ça pose plus de problèmes et de stigmatisation que ça apporte de solutions. Voilà, je crois que nous allons devoir nous arrêter là. Je remercie infiniment Dr Jérémy Saint-Zel et Jean-Marc Dreyfus d'avoir apporté ces lumières. Merci à Livia d'avoir organisé cette soirée. Et je vous engage réellement, vraiment de toute mon âme à lire ce livre qui est disponible ici. Merci pour votre invitation et votre accueil.